Ok, bah écoutez, on va y aller alors. On va essayer de faire un petit peu vite pour pouvoir un peu faire de l'icono à la fin de la séance. D'accord? Allez, vas-y. Attends, t'as pas le micro? Ça part du fond? Ça part du fond. Bah alors, au fond, alors vas-y. Donc, quel diagnostic évoquez-vous? Donc, j'ai mis en priorité, en fait, on évoque une appendicite aiguë. Ensuite, j'avais mis une grossesse extra-utérine. J'avais mis une pyélonéphrite, une torsion d'annexe et bon, ça c'est en priorité. Et après, en fait, les autres diagnostics différentiels, j'avais mis tuberculose iléosécale, cholécystite aiguë, salpingite, et puis voilà. Vous avez d'autres idées ou non? Ton voisin, qu'est-ce que ta voisine? Tu compléterais comment? Qu'est-ce que tu ajouterais à sa correction? Rien de plus, il est parfait? Superbe. Bon, c'est pas mal, il demande quand même quelques trucs. Déjà, essaie d'organiser ta case. Tu mets par exemple problème diagnostiqué, tu fais chirurgicaux, diagnostics médicaux. Donc effectivement, l'appendicite aiguë, il faut que tu prédises qu'elle est non compliquée. La salpingite, la GEU, tu en as parlé. Torsion d'annexe, très bien. Ensuite, tu as d'autres problèmes médicaux, corps jaune hémorragique, kyste de l'ovaire rompu, appendalgie, nécrobiose aseptique d'un fibrome, pyélo, tu l'as dit, iléite terminale, soit un peu plus large que tuberculose iléosécale, donc iléite terminale, mékélite, et surtout le gros diagnostic différentiel, c'est les adénolymphites mésentériques. Tout en sachant que la colique néphrétique, ça fait partie des pathologies médicales, vous aurez corrigé, et la mékélite, plutôt des problèmes chirurgicaux. Mais je croyais que la adénolymphiite mésentérique, c'était à un âge plus jeune, 17 ans, c'est pas... Ouais, mais c'est pas exclu, effectivement, c'est plus le diagnostic différentiel sur les pathologies de l'enfant, mais tu peux toujours avoir une adénolymphiite mésentérique, c'est une infection virale, chez l'adulte aussi. Donc ça, soyez un petit peu large, effectivement, mais essayez d'organiser surtout vos questions, diagnostics médicaux, diagnostics chirurgicaux. Vas-y, question 2. Alors, j'ai dit qu'on faisait un bilan préopératoire avec NFS plaquettes, TPTCA, groupe RH, RAI, un iono-sanguin, urécréate, une BU, et si c'est positif, un ECBU, un ECG, une radiothorax, des bêta-ICG, des hémocultures. Voilà. Et pour confirmer le diagnostic, en fait, le diagnostic, les cliniques. Très bien. Tu as tout dit. Pas oublier, donc BU, ECBU, c'est positif. Les bêta-SCG, les hémoc, mets-le effectivement systématiquement, même si en pratique c'est un peu excessif. Et ensuite, le diagnostic, effectivement, est clinique. Là encore, je vous ai mis les recommandations de la SNFGE. En pratique, je ne sais pas si vous êtes passé en chir, on fait très souvent des scanners pour ce genre de pathologie. Et au moindre doute diagnostic, il faut faire un scanner abdominopelvien. Et là, il y a effectivement, dans les recommandations, un petit peu les signes qui vous permettent d'éviter, enfin, en tout cas, de ne pas faire l'appendicectomie en urgence, c'est-à-dire l'absence de réaction pariétale, l'absence de fièvre ou l'absence d'hyperleucocytose. Donc, ce n'est pas un diagnostic certain. Donc, soit ça vous amène à reconvoquer le patient ou garder en observation, ou mieux, c'est ce qui se fait maintenant, c'est le scanner. Il y a une question ? Est-ce qu'on ne peut pas quand même une écho-abdo pour confirmer le diagnostic dans la clinique sur toutes les pathologies? Si tu dois confirmer le diagnostic, ou éliminer un diagnostic différentiel, c'est le scanner, l'examen de référence. Même une fois que tu as éliminé une grossesse, c'est vraiment le scanner, l'examen de référence. L'échographie, c'est très opérateur dépendant. Tu peux être gêné chez les patients obèses, tu ne vois pas systématiquement l'appendice et tu n'as pas forcément nécessairement toujours les éléments que tu voulais en fait. Donc là, il n'y avait pas d'indication à faire d'échographie, d'autant plus qu'elle avait un bilan vraiment typique. S'il y avait eu un examen à faire, et là, je te dis encore, ce n'était pas indiqué, c'était un scanner. Et donc là, avec les recommandations, en réalité, ce qu'on fait plutôt, c'est le scanner. S'il manque un de ces trois. S'il manque effectivement, si. La question, c'est effectivement si il te manque la défense, l'hyperleucocytose ou la fièvre, c'est une indication à faire un scanner. C'est un tableau qui est atypique. Maintenant, il n'y a plus d'indication à garder les malades en hospitalisation. Ça coûte une nuit d'hospitalisation, ça coûte plus cher qu'un scanner. Donc, doute diagnostic, c'est scanner. Scanner normal, le malade sort. Scanner en faveur d'une appendicite, le malade est opéré tout de suite. C'est bon ? Ok, question 3 alors. Donc c'est un scanner abdominal en coupe axiale, que moi j'avais dit non injecté. Effectivement, il est injecté, mais bon, c'est pas grave.
C'est un temps un peu tardif, donc c'est pour ça que tu ne vois pas les artères qui sont qui se rehaussent très bien en fait. Et donc on avait une image hyper dense, rétro-colique droite, de forme ronde, centimétrique, avec une zone donc, qui était l'appendice, avec un épaississement de la paroi de l'appendice, en faveur d'une appendicite aiguë et une hyperdensité de la zone péri-appendiculaire, en faveur d'une inflammation des tissus adjacents. Et j'avais noté une distension du côlon droit et gauche et des anses grêles. Donc je pensais qu'il y avait une occlusion fonctionnelle en complication. Oui, c'est bien en tout cas d'avoir remarqué qu'il y avait une dilatation effectivement du côlon, mais c'est un patient qui a un lavement à l'eau en fait. L'examen de référence pour le diagnostic des pathologies abdominopelviennes au scanner, c'est effectivement un scanner. Là, tu as oublié de dire qu'il était injecté, donc c'est pas grave. Mais effectivement, avec une opacification digestive, là, c'est un lavement colique à l'eau, en fait. Tu as bien dit, effectivement, ce que tu mets en évidence. Tu as une infiltration de la région séco-appendiculaire. On parle plutôt d'infiltration plutôt que d'hyperdensité. C'est un petit peu plus descriptif et radiologique. Tu as l'appendice qui a augmenté de taille avec des parois épaissies et qui n'est pas aéré. Donc c'est fait, et donc c'est en faveur d'une appendicite aiguë non compliquée. Tu n'as pas d'abcès, tu n'as pas de phlegmon, tu n'as pas de collection en contact. Plastron, c'est un diagnostic qui est avant tout clinique, c'est-à-dire qu'à la palpation, tu sens une masse, comme une tumeur, mais une masse qui infiltre un peu la paroi. Et du point de vue scanographique, tu vois toute une infiltration qui va jusqu'à tes muscles de la paroi abdominale antérieure. L'abcès, tu vois une hypodensité cernée d'une coque qui est parfois hyperdense. C'est l'image d'une collection, en fait. L'appendice, on la voit que sur le troisième. Ouais. Est-ce que 3 jours, c'est long pour l'installation des douleurs? 3 jours, ensuite tout se voit. Est-ce que 3 jours, c'est long pour l'installation des douleurs? Non, pas particulièrement. Le tableau clinique d'appendicite, entre ce que vous avez dans vos bouquins et ce que vous verrez en pratique clinique, c'est vraiment hyper hétérogène. Hein. Donc, tu as des patients qui ont mal depuis 4 jours, qui arrivent, qui ont une authentique appendicite aiguë. Tu en as qui ont mal depuis 6 heures, qui ont une appendicite aiguë. Tu en as qui arrivent avec une défense, une appendicite non compliquée. D'autres qui arrivent avec un ventre de bois. Et, enfin, voilà. Donc, tu peux vraiment avoir des tableaux cliniques qui sont très différents. Donc, 3 jours pour l'installation des douleurs, c'est pas choquant. Hein. C'est bon? Allez, donc question 4. Donc là, ce que je vous disais, je vous ai rajouté dans la correction qu'effectivement, les indications du diagnostic, enfin les indications du scanner, donc c'est les doutes diagnostiques, pas de fièvre, pas d'hyperleucocytose ou pas de défense. Les appendicites compliquées, c'est-à-dire quand même un patient qui arrive en péritonite avec une suspicion de péritonite appendiculaire, c'est une indication à faire un scanner. Et donc tout ce qui est autre complications, notamment les plastrons et les abcès. Ok. Vas-y, question 4. Alors, je l'ai hospitalisé en urgence. Je lui avais mis une voie veineuse périphérique avec du sérum Phi. Je l'avais laissé à jeun. Consultation anesthésique en urgence et traitement chirurgical avec un premier temps exploratoire. Par laparotomie. Avec un premier temps exploratoire, prélèvement de liquide abdominal et envoi en bactériologie. Appendicectomie et envoi de la pièce en anapathe. Antibiothérapie hyperopératoire de courte durée, un traitement symptomatique avec antalgique, une surveillance et j'ai complètement oublié l'accord parental. Bon, pour l'accord parental, c'est effectivement le piège. Hein. Normalement, ça doit te faire titre. Hein. Tu vois 17 ans dans l'énoncé. Donc, accord parental. Sinon, tu avais tout bien. L'hospitalisation, tu la laisses à jeun, tu l'hydrates, tu lui mets une voie des antalgiques. La consultation anesthésique en urgence. Tu ne parles pas d'antibiothérapie de courte durée. Il y a une antibioprophylaxie à l'induction. Et ensuite, tu as des indications d'antibiothérapie pour les sepsis intra-abdominaux qui sont assez codifiées. Appendicite aiguë simple, non compliquée. Pas d'antibiothérapie post-op. Ensuite, si tu as une plaie digestive, par exemple sur un coup de couteau, c'est 24 heures. Là, je vous ai mis ça dans la correction, il y a des recommandations. Si c'est une péritonite localisée, donc une péritite appendiculaire localisée, c'est 2 jours d'antibiothérapie. Péritonite purulente généralisée, mais pas stercorale, c'est 5 jours. Et ensuite, une péritonite stercorale, c'est entre 7 et 10 jours, voire plus en fonction de la clinique. Donc, appendicite aiguë simple, non compliquée, opérée en urgence, sans péritonite localisée, c'est pas d'antibiothérapie. Le geste chirurgical suffit.
Ensuite, pour la panicectomie, la voie d'abord, ça peut être soit effectivement par voie ouverte, soit par laparoscopie. L'un à peu près, enfin, les deux voies sont équivalentes. Je croyais que l'accord parental, c'était jusqu'à 15 ans et 3 mois, et qu'à partir de 15 ans et 3 mois, on considérait que... Bon, il me semble que c'est 18 ans, mais je ne sais pas si vous avez d'autres... Ouais. Effectivement, à partir de 15 ans et 3 mois, tu n'es plus hospitalisé dans les services de pédiatrie, tu es dans les services adultes. Mais théoriquement, enfin, je sais pas, habituellement, on demande l'accord parental. Ensuite, est-ce que médico-légalement, ça, je ne peux pas te dire. Hein. Vous avez des notions, vous, sur l'accord parental Non. Bon, écoute, demande-le en tout cas. Ça ne t'enlèvera pas des points si tu l'as demandé. Hein. C'est bon pour ce qui est de la prise en charge chirurgicale? Donc retenez bien les indications d'antibiothérapie post-opératoire. Donc pas d'antibiothérapie après une appendicite aiguë simple. Donc question 5. Question un peu de bactériaux. J'ai mis bacilles gram négatif, les anaérobies et l'antibiothérapie, j'ai mis augmentin. D'accord, donc vous pouvez être un peu plus précis. Donc citer effectivement... Les BGN, c'est tous les Escherichia coli, les entérocoques, les Bacteroideus, le Clostridium, les Klebsiella. Puis ensuite, tu as des pseudomonas, des staphylocoques, des streptocoques, ça c'est beaucoup moins fréquent. Tu as quelques levures, quelques champignons, candida. Et effectivement, c'est une antibiothérapie par augmentin en absence d'allergie, tu précises, augmentin en l'absence d'allergie pendant 48 heures. L'augmentin, ça ne couvre pas tout ça? Non, ça ne couvre pas tout ça. Mais généralement, ça te couvre très bien les BGN. La question, est-ce que l'augmentin, ça couvre tout ça? Pas la totalité, bien sûr, ça ne te couvre pas les levures, ça ne te couvre pas... Mais ça te couvre assez bien, enfin, même très bien les anaérobies, ça te couvre pas mal les BGN. Enfin, ça te couvre, en tout cas, c'est l'ensemble des germes, en tout cas, que tu peux retrouver dans des péritonites communautaires, ça te les couvre. Enfin, voilà, c'est ce qui est recommandé par les conférences de consensus, en tout cas. C3G flagile, c'est bon? Si, C3G flagile, tu peux aussi. Là, je vous ai mis au-dessous les recommandations de la conférence de consensus de la SFAR, qui est la Société française d'anesthésie et réanimation, et vous verrez un peu tous les schémas qui sont autorisés ou qui sont recommandés. Donc, effectivement, tu as augmentin aminoside, tu as effectivement C3G flagile, tu as pas mal plusieurs schémas qui peuvent être recommandés, qui sont à peu près équivalents, en fait. Tout en sachant qu'en fonction de l'origine de ta péritonite, qu'elle soit sus ou sous-mésocolique, il n'y a pas d'indication adaptée, même si les fleurs sont différentes, adapter tes antibiothérapies. Voilà, donc pour l'internat, vous en retenez une, soit augmentin, aminoside, et généralement et une en cas d'allergie, et vous mettez toujours ça dans vos copies. Hein. OK ? Vas-y, question suivante. Donc l'ordonnance, donc une ordonnance avec le nom, le prénom de la patiente, le nom, le prénom du médecin, son numéro ADELI, le tampon du service, la signature et la date. Ensuite, j'avais mis donc, du paracétamol, 1 gramme x 4 par jour, et des antispasmodiques type Spasfon, maximum 6 comprimés par jour. Voilà, puis j'avais un peu détaillé. QSP 15 jours. Alors, je vois que c'est 10 jours, mais c'est pas très, très grave. Les certificats, j'avais pas du tout fait. Voilà. Et alors, moi, les conseils, c'était plus de revenir consulter en urgence s'il y avait des soucis à type d'aggravation de l'état général, une recrudescence de la fièvre, des vomissements incoercibles et ce genre de choses. Et voilà. Puis tout le reste, j'avais zappé. Effectivement, bon, c'est pas mal. En tout cas, tu as bien effectivement... Et une case type, une phrase type, quand il y a des questions comme ça de rédaction d'ordonnance, numéro ADOLI, daté, signé, identification du patient et du médecin, c'est bien. Par contre, systématiquement, quand tu as une chirurgie, ça c'est des questions qui peuvent tomber, il ne faut pas oublier les ordonnances d'infirmières pour les soins à domicile, le retrait des points, etc. Et pour tout ce qui est nécessaire pour pansement, compresse, sérum bétadiné, enfin bétadine, sérum, pansement. Voilà, les certificats... Elle a 17 ans, donc quand vous voyez dans l'énoncé 17 ans, vous pensez autorisation parentale, certificat, sport et effectivement dispense. Donc ça, pareil, vous regarderez sur la correction,
On a tous pour l'internat des petites phrases types là, pour rédiger nos certificats. Vous faites votre phrase type en essayant de la faire la plus rapide, la plus courte et la plus complète possible. Vous la prenez par cœur, vous essayez de systématiquement ressortir la même phrase dans vos questions d'ordonnance. Effectivement, donc les conseils de sortie, systématiquement consultation de contrôle, que ce soit effectivement pour des pathologies, qu'elles soient chirurgicales ou médicales, quand les patients sortent, les médecins aiment bien les revoir à distance. Et là en particulier, donc pas de régime particulier et pas d'alitement prolongé, et reprise le plus rapidement possible donc de la déambulation. OK pour le dossier 1. Ça, c'est effectivement pour une appel. Dans la conférence de consensus, il y a Augmentin, Ginta. C'est une conférence de consensus sur les péritonites, ça. Oui, effectivement, pour une péritonite localisée, tu vois, ensuite, tu as tout un continuum entre la péritonite localisée et la péritonite généralisée. C'est effectivement, tu as un malade qui est arrivé avec 39,5 de fièvre, une défense importante, j'ai un patient qui est un petit peu débilité, mais avec une bonne fonction rénale, et que tu avais un abdomen qui était relativement sale sans que ce soit une péritonite diffuse, tu mettras volontiers 48 heures d'aminosid. Puis ensuite, effectivement, c'était une fonction rénale qui est un petit peu altérée. Si ce malade avait que 38 de fièvre à son arrivée, que ce n'était pas si sale que ça. Voilà, ça, c'est des conférences et des guidelines. Il faut un peu s'adapter. C'est vrai que le jour de l'internat, le correcteur ne sera pas nécessairement les yeux rivés sur les conférences de consensus. Et là, typiquement, femme jeune, pas d'antécédents particuliers, elle n'avait pas 40 de fièvre, etc. Donc, Augmentin seul, c'est largement justifié. Tu avais une question, ouais? Oui, alors dans l'énoncé, en fait, il y a une défense. Donc quand il y a une défense, en général, ça veut dire qu'il y a une réaction péritonéale et donc on peut considérer ça comme plus ou moins abcédé. Surtout qu'au scanner, il y a une infiltration de la région et il y a un doute sur un abcès. Est-ce que dans ces cas-là, on ne met pas quand même une antibiothérapie de plus de 48 heures? Non, je te dis, péritonite localisée, c'est 48 heures d'antibiothérapie, donc ça, c'est certain. Ensuite, quand tu as une défense, c'est des signes d'irritation péritonéale. C'est une réaction musculaire en regard. Ça peut très bien être sur un processus inflammatoire, sans nécessairement que ce soit un abcès ou que ce soit en fait très collecté. Hein. D'accord, donc sur péritonite localisée, c'est que 48 heures d'antibio. Que 48 heures. Parce que dans les bouquins, c'est soit antibio-dose unique péropératoire, soit 5 jours. Mais en pratique, dans la conférence de consensus, je te dis, si effectivement c'est un petit peu sale, je ne sais pas si tu as déjà vu des appendicectomies ensuite, il faut s'imaginer que quand tu rentres dans le ventre, soit effectivement tu as un appendice qui est un peu turgescent, tu mets fier, c'est un petit peu rouge autour, tu l'enlèves, tu n'as pas une goutte de jus. Puis ensuite, soit effectivement tu as un petit peu de pus, tu en as un petit peu à droite, à gauche, interrance, à ce moment-là tu mets 5 jours. Si simplement tu as un peu de liquide trouble autour, tu fais un prélèvement bactériologique et tu traites 48 heures. D'accord. Et donc là, ici, même s'il y a une défense et même si au scanner on a un doute, on ne considère pas que c'est une péritonite localisée? Non, effectivement, le diagnostic qui sera péropératoire. Qui dit défense ne dit pas systématiquement péritonite localisée. La clinique n'est pas suffisante et c'est en péropératoire. Donc, quand tu opères ta malade, effectivement, tu vois qu'il y a une péritonite. Le diagnostic de péritonite, il est avant tout péropératoire. C'est-à-dire que tu as des signes cliniques, mais ensuite la grader entre une péritonite localisée, une péritonite diffuse, purulente ou stercorale, là, ça se fait à la laparotomie, en fait. Donc, quand tu ouvres quand tu mets ton trocar, si tu fais une cystoscopie ou quand tu ouvres, soit tu trouves un peu de pus partout et tu la mettras 5 jours sous antibiotiques, soit tu trouves un petit épanchement liquidien trouble au contact, l'équivalent de 20 cc, tu vois, d'une seringue. Tu fais un prélèvement, tu essaies d'en retirer le maximum et 48 heures d'antibiotiques, ça suffit.